Bonjour Eva Vlarding-Gerbrock. Bonjour Alexandre. Alors, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui sur le fauteuil rouge de Livre Noir. Pour te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu as beaucoup de casquettes, tu es une femme politique, une journaliste, tu es aussi une influenceuse d'une certaine façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu travailles dans différents pays européens et même aux États-Unis et au Canada. Tu as travaillé avec Tucker Carlson, par exemple. Tu interviens régulièrement dans des conférences conservatrices et puis tu es aussi très engagé pour ton pays, qui est les Pays-Bas. Voilà. Alors, traditionnellement, nous, on commence ces entretiens par une citation. J'en ai trouvé une que tu connais très bien, étant donné que tu l'affiches un petit peu partout. C'est « Resist much, obey little », donc ce qui signifie en français « résister beaucoup, obéir un peu ». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette citation elle est aussi importante pour toi ? Olivier, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. C'est un honneur d'être dans le livre rouge, chaise, fauteuil livre noir, fauteuil rouge. D'accord. Mon français rouillé. C'est clair ça, mais merci, je suis très heureuse d'être ici. Resist much, obey little, c'est une citation d'un poète américain, Walt Whitman. Et j'ai entendu cette citation pendant Covid la première fois. Et j'ai pensé, ça, c'est exactement le motto of my life, le motto de ma vie, en fait. Politiquement, ça, c'est quelque chose comme une ligne rouge dans mes idées, dans mes philosophies, dans mon idéologie politique, je veux dire. Et en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas accepter tout que les médias disent, par exemple. Il ne faut pas accepter tout que l'establishment ou le gouvernement dit, juste comme ça. Il faut résister et penser pour toi-même, pour vous-même, qu'est-ce que j'en pense de ça. Et aussi dire non quand c'est clair pour toi que quelque chose n'est pas vrai. Et ça peut être dur parfois. Il y a des conséquences. Mais c'est parce que c'est la vérité, c'est important. Donc, resist much, obey little. Moi, je veux ajouter une petite chose pour ça. Et pour moi aussi, parce que je suis chrétienne, je suis catholique. Je veux dire, resist much, obey little, mais il ne faut pas résister le plus grand. Donc, le Seigneur, c'est le seul pour moi qui, comment tu dis en français, que j'obéis totalement. Oui. Donc, ouais. C'est un beau message de liberté, en tout cas, ça c'est sûr. Bien sûr. Il y a un engagement que tu as eu il y a quelques années et qui nous a touchés il y a quelques jours en France. Et je pense que c'était aussi dans cet objectif de liberté, je pense que ça suit assez bien ta ligne de conduite, cette citation, c'est que tu t'es engagé pour les farmers, donc les agriculteurs, aux Pays-Bas. Et puis, ce mouvement, il est arrivé assez aussi en Allemagne, il est arrivé en Irlande, il est arrivé en France, il y a quelques jours. Et pourquoi est-ce que tu as voulu les défendre autant à ce moment-là ? Ouais, c'était par chance un petit peu, parce que, comme j'ai dit, j'ai une éducation de la droite, oui. Donc, je suis pas avocat, je ne peux pas dire ça, mais donc j'ai fait mes études j'ai étudié du droit. Donc, cette question, qu'est-ce que peut le gouvernement faire et qu'est-ce que le gouvernement ne peut pas faire partout dans un état d'une crise? Ça, c'est une question que je trouve très, très intéressante. Donc, pendant le Covid, on a vu comment le gouvernement peut agir. Et alors, le gouvernement peut faire beaucoup, beaucoup dans un état de crise. Et moi, j'étais très contre tous les règlements, tous les mandats, en fait, de notre gouvernement, mais aussi ici en France et dans tout le monde, je veux dire, pendant le Covid. Et les violations, on peut dire ça, de la liberté, des droits constitutionnels. Et ça,
c'était un sujet très important pour moi. Et après, j'ai vu presque la même chose, pas pendant le Covid naturellement, mais dans ces questions de les agricultures. Notre gouvernement, déjà en 2019, a dit il y a une crise de nitrogène en Hollande. Donc ça, déjà, c'est une question. OK, nitrogène, pourquoi nitrogène? Ils disent en fait que les vaches, je ne sais pas comment je dis ça en français, mais alors like farts, cow farts, comment tu dis en français? Les paix de vaches. Oui, sont une grande cause de changement de la climat. Donc ça, c'est déjà un peu étrange. Pourquoi une profession comme le secteur agriculturel, maintenant, c'est indiqué comme le cause pour un nouvel problème comme le changement du climat. Ça, c'est déjà étrange. Et alors, notre gouvernement a dit on a une crise. Et la solution est que plus de 30% de notre agriculture doit disparaître. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, avec mes études, mais aussi avec ma moto politique, quelque chose qui n'est pas acceptable naturellement, parce que ça, c'est une question de droit de propriétaire. Ouais. Donc, si on accepte que le gouvernement dise il y a une crise maintenant et la solution est que tes droits sont pas importants, ou il faut qu'on peut prendre ton propriété, comment tu dis, like your property. Oui, il n'y a pas une fin à ça. Donc, je pensais, OK, il faut que le monde sait qu'est-ce qui se passe maintenant en Hollande avec les agricultures, parce que j'ai pensé, ça commence ici, mais l'agenda dernière, cette attaque, je veux dire, sur les agricultures, sur les farmers, c'est pas juste une situation néerlandaise. Il y a un agenda global contre ces questions. Et maintenant, je pense qu'on peut voir que ça, c'est la vérité, parce que partout en Europe, on voit la résistance des agricultures, ici en France, en Allemagne, Irlande, Pologne, Italie. Les agriculteurs sont en colère partout. Oui, donc c'était pour ça que je suis commencé de parler sur ce sujet partout pour un public américain qui sont assez intéressés sur les questions de la liberté et qui comprend, je pense, beaucoup mieux même que les Européens pourquoi ça c'est important. Et donc, les Américains, quand j'ai commencé avec parler sur ce sujet, il m'a dit, c'est impossible. Pourquoi c'est possible que le gouvernement peut prendre vraiment alors les fermiers de land, la terre des agricultures, parce qu'ils disent qu'il y a une crise, ça c'est pas acceptable pour les Américains, et à cause de ça, je pense que ça a grandi un peu. Et maintenant, voilà, toute l'Europe se brûle maintenant parce que les agriculteurs disent c'est fini, on veut pas être régulé, on veut en fait faire notre job, notre travail librement. Et je pense que c'est à cause de ça. Donc franchement, c'était par chance que je suis maintenant, pas officiellement, mais un peu comme comment tu dis, une défenseur, une protectrice. Protectrice peut-être des agricultures néerlandaises, mais aussi pour les agricultures européennes partout, parce que je connais ce sujet très bien et je parle avec les médias américains et comme ça, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe ici. Et alors, il y a quelque chose qui avait touché beaucoup les Français pendant justement cette crise, c'était le fait que, pour eux, les agriculteurs, c'est un petit peu aussi l'ancien monde, tu sais. Oui. C'est un peu, on a un côté vieille France aussi dans l'agriculture, surtout chez les petites exploitations, tu sais. Je pense que tu as dû rencontrer des fermiers qui avaient de petites exploitations avec quelques dizaines de vaches, qui avaient quelques hectares, mais pas énormément de terrain non plus. Est-ce qu'il y a aussi, selon toi, quelque chose de
de traditionnel justement qui va avec l'agriculture et peut-être que voilà, c'est pour ça aussi que la Commission européenne veut empêcher ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien à ce niveau-là aussi? Bien sûr. Donc, en Hollande, par exemple, notre pays, notre histoire est totalement connectée aux agricultures. Donc, pour nous, c'est une grande partie de notre histoire, grande partie de notre identité culturelle aussi. Donc, c'est pas juste une question de la nourriture, tu comprends? C'est beaucoup plus grande. Et je pense que les agricultures sont comme un symbole, also ils symbolisent un monde qui n'est pas voulu. Non, alors, pas encore, pas maintenant, non plus voulu. Par un groupe globaliste, par des gens modernes qui ont franchement oublié, je pense, où la nourriture se vient. Mais oui, je pense que ce fait que les agricultures symbolisent un monde ancien ou un monde où les gens travaillent dur, sont indépendants, chrétiens souvent, connectés sur la terre, la campagne, quoi. Que ça, c'est une grande partie de cette guerre contre les agricultures. Parce qu'ils savent, les gens contre cet agenda, ils savent que les agricultures ils vont jamais accepter l'agenda globaliste. Ils vont jamais accepter l'agenda moderniste de World Economic Forum ou même les Nations Unies. Donc, cette question culturelle est hyper importante dans ce sujet. C'est important de comprendre que c'est pas juste une question des règles ou pas juste une question de climat ou environnement. C'est quelque chose de plus grand que ça, oui. Et alors, l'ennemi aujourd'hui des agriculteurs, pour beaucoup d'agriculteurs en tout cas, c'est le libre-échange. Et puis, c'est donc la mondialisation même des marchandises agricoles, mais c'est aussi l'Union européenne qui va signer beaucoup de ces traités, justement, qui va faire passer beaucoup de ces traités. Tu disais tout à l'heure que les gouvernements, en temps de crise, ils savaient montrer qu'ils avaient beaucoup de pouvoir. Est-ce que la cause de la crise des agriculteurs, de la colère des agriculteurs, tu penses que ça vient plutôt des gouvernements ou plutôt de l'Union européenne? Donc, ils travaillent ensemble. En Hollande, c'est très clair. Le gouvernement a des intérêts d'avoir la terre de notre agriculture, mais le gouvernement néerlandais utilise des règles européennes pour faire exactement ça. Donc, ils disent, par exemple, les Natura 2000 règles sont des règles européennes. C'est en fait c'est comme l'Union européenne a dit, il y a une grande liste de régions en Europe protégées pour conserver la nature là, quoi. La public de Livre Noir n'est pas néerlandais, mais je pense qu'on peut tout comprendre que la Hollande n'est pas connue pour la nature spéciale. Sauvage, oui. Oui, sauvage, pas du tout. On a un grand parc. La Hollande, on est petit, mais il y a beaucoup de régions urbaines et on n'a pas franchement de la nature, pas comme en France, par exemple. Donc, l'idée que on a des régions qu'il faut être protégées, c'est déjà un peu, je peux dire, débile. Et je pense que le gouvernement sait exactement ça. Mais donc, ils ont besoin d'un prétexte. Et ces règles européennes, la Natura 2000, sont utilisées maintenant pour dire cette agriculture est trop proche de cette région protégée. Et la déposition de nitrogène est dangereux pour la nature là. Et à cause de ça, il faut disparaître. Voilà. Donc, je pense que le gouvernement et l'Union européenne, dans notre cas, travaillent ensemble. Et on peut voir que les gouvernements partout en Europe font exactement la même chose. Mais le gaz se change. Donc, en Hollande, c'est nitrogène. En Allemagne, c'est carbone. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en France, mais they pick and choose, tu vois. Donc, je pense qu'au fin du jour, l'agenda est la même. Donc,
notre gouvernement était très, très globaliste, néolibéral, totalement pro-l'Union européenne. Donc, ils ont en fait travaillé ensemble et ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour push l'agenda vers le Green Deal, comme Frans Timmermans l'appelle. Et alors, maintenant, tu fais bien de le dire, quelque part, tu me fais la transition parce que ça a changé maintenant. C'est-à-dire que maintenant, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, il y a eu des élections législatives aux Pays-Bas récemment et c'est quelqu'un qui s'appelle Geert Wilders qui a gagné ces élections, qui est dans le même camp européen que des personnes comme par exemple Marine Le Pen ou Matteo Salvini. Oui. Et alors, Geert Wilders est favorable au fait de quitter l'Union européenne, donc pour le Nexit. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est les Pays-Bas, c'est un pays qui est très petit en termes de géographie, mais qui est très puissant économiquement, qui est beaucoup tourné vers le commerce, notamment avec les ports de Rotterdam et d'Amsterdam. Est-ce que ce serait forcément une bonne chose pour les Pays-Bas, justement, de quitter l'Union européenne qui favorise le libre-échange ? Moi, je veux dire oui. Donc, oui, la Hollande, on est un petit pays. Et même comme la Bretagne, la taille, tu veux dire la région ? Non, je veux dire le UK. Oui, ok. Donc le royaume, tu peux dire l'Angleterre. L'Angleterre, plus facile. Les médias disent toujours on n'est pas capable de le faire toute seule. Donc ils disent toujours c'est dangereux, la Hollande n'a pas la capacité d'être un pays toute seule dans l'Union européenne. Moi, je pense que ça, c'est un mensonge. Comme on a vu en Angleterre, ça va très, très bien. Brexit n'était pas le désastre qu'ils ont dit que c'était. On paye beaucoup à l'Union européenne. On est le plus grand net payer de toute l'Union. C'est quelque chose, non? Et j'ai dit beaucoup en anglais dans mes paroles. En fait, on paye pour notre propre destruction. Et ça, c'est vraiment comme je vois l'Union européenne. Pas parce que c'est pas facile avec le commerce, par exemple. Tout ça, on peut faire. Mais l'Union européenne, c'est pas juste une union commerciale. Maintenant, c'est une union financière, politique. Et voir notre frontière, par exemple. C'est un désastre pour toute l'Europe. Et si on ne dit pas, on quitte ça, si on ne dit pas, il faut quitter toutes les règles européennes, et toutes les traites européennes, par exemple, on peut faire des règles nous-mêmes, comme on fait, mais on a toujours Bruxelles derrière nous qui disent en fait qu'est-ce qu'il faut passer dans la Hollande. Donc, je pense même qu'on ne peut pas vraiment parler de souveraineté si on est part de cette union. Donc, je pense que le fait que Wilders dise on a besoin d'un Nexit, il a totalement raison. Totalement raison. Et je ne sais pas où... je savais pas où le peuple néerlandais était prêt pour ça, mais voilà, on a juste à notre élection. Et Geert Wilders a gagné énormément. Et maintenant, dans les sondages, c'est ça le mot, le sondage, il gagne plus. Donc, maintenant, c'est 1 sur 3 personnes en Hollande qui veut voter pour lui. Qui veut voter pour Geert Wilders. Ça, c'est énorme. J'avais pas pensé vraiment que ça, c'était possible. Parce que Geert Wilders, comme ici, naturellement, il était démonisé comme... il était hyper démonisé depuis plus que deux décennies. Donc, mais le fait que ça a maintenant changé, que le peuple a dit, on a eu assez de cet gouvernement néolibéral, globaliste, gauchiste, on veut fermer les frontières, on ne veut pas payer pour notre propre destruction, on ne veut pas payer pour les projets européens, on veut une nation souveraine. C'est énorme, c'est des bonnes nouvelles, quoi. Très, très bonnes nouvelles. En France, il y a aujourd'hui plus de 500 000 personnes qui rentrent chaque année, légalement ou illégalement, sur le territoire français, plus de 500 000 immigrés. Toi, ce que je voudrais souligner, c'est que tu fais quand même partie des personnes qui ont popularisé de grands remplacements qui n'étaient pas très connus à l'étranger auparavant. Toi, tu as pu entendre parler des travaux de Renaud
etc. Oui. Est-ce que aux Pays-Bas, il y a aussi cette question de la submersion migratoire? Est-ce que, on sait que l'état de la Belgique à ce niveau-là est assez catastrophique. Est-ce que aux Pays-Bas, ça arrive aussi, ou est-ce que vous parvenez quand même à maintenir des flux normaux pour l'immigration? Non, je pense qu'à la Hollande, on a exactement les mêmes problèmes qu'en Belgique et en France. Donc, je pense que la différence n'est pas si grande. Donc, pour nous, la question de l'immigration, c'était la plus importante question dans notre élection. C'est à cause de ça, ou grâce à ça, je pense que Wilders a gagné. C'était pas les questions, même pas les questions des agriculteurs, par exemple, c'était vraiment l'immigration. Parce qu'on voit maintenant que la Hollande est complète. Ça marche en fait pas. On n'a pas assez de maisons, et ça, c'est une question pratique. Mais culturellement, le pays, ça a changé à un niveau où on ne reconnaît pas notre propre cité, notre propre rue, notre propre pays, en fait. Et je pense que ça, c'était la plus grande question, et c'est la plus grande question encore pour toute l'Europe, et pour nous aussi. Donc, le terme, le grand remplacement, était aussi hyper démonisé, naturellement. Quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, c'est immédiatement extrême droite. Mais je pense que les gens, le peuple, en fait, reconnaît maintenant que c'est pas une théorie, c'est la vérité. On peut voir ça avec notre propre jeu. Donc, on peut dire, oui, c'est extrême droite, c'est une théorie, mais tout le monde peut, avec des jeux, peut voir que c'est la réalité, en fait. Donc, quelque chose a changé là, où maintenant, c'est plus possible de parler de ce sujet. Et c'est pas si un petit groupe d'extrémistes à droite, c'est 1 sur 3 de gens qui habitent en Hollande qui en fait disent oui, c'est la vérité, et c'est pour ça que j'ai choisi Geert Wilders. Donc, c'est pas une minorité, c'est une minorité, mais pas si petite que les médias veulent qu'on croie. En France, il y avait eu un sondage il y a maintenant 2 ans qui disait que la majorité des Français pensaient que oui, le grand remplacement, c'était quelque chose de vrai. Et donc, c'était une grande surprise, effectivement, pour la sphère médiatique. On parle des Pays-Bas, on parle de la France, mais en fait, finalement, c'est des choses qu'on retrouve, ces questions-là, et le fait que les personnes qui s'opposent au grand remplacement ou qui s'opposent au néolibéralisme, et ben en fait, c'est des choses qui arrivent de plus en plus dans toute l'Europe. Même au Portugal, en Italie, il y a Giorgia Meloni qui est arrivée au pouvoir. En Autriche, il y a le FPO qui n'a jamais été aussi fort. L'AfD en Allemagne qui est en train de grandir énormément. En Suède, c'est aussi la droite qui a gagné en s'alliant avec la droite nationale. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais justement de ce mouvement en Europe qui va effectivement dans cette direction? Et est-ce que tu penses que c'est possible un jour que on arrive à une forme d'Europe des nations et de rapprochement, en tout cas, entre tous ces dirigeants qui, finalement, pensent de plus en plus des choses similaires? Oui, bien sûr. Je pense que la politique gagnante maintenant, c'est vraiment, aussi à l'Amérique, c'est America First. Et ce genre de politique, je pense, c'est le genre gagnant maintenant pour notre temps, parce que on a tous les mêmes problèmes, parce que l'agenda qu'on a exposé depuis 30 ans, c'est la même. Donc, s'il y a une agenda global, néolibéral, gauchiste, qui, oui, fondamentalement est global, toutes les nations et le contre-mouvement sont aussi la même. Dans le fait qu'ils sont nationalistes, ils sont forts, ils sont, comment tu dis, proud, fiers d'être... moi, je suis fière d'être hollandaise. Toi, tu es fière d'être français. Et maintenant, je pense que ça commence d'être accepté. Oui, donc le jeu d'intimidation de notre média, notre establishment, ça marche non plus, ça fonctionne non plus. Tout le monde, quand tu dis, je veux fermer les frontières, par exemple, il y a
10 ans, tu es extrême droite. Maintenant, c'est accepté, c'est normalisé totalement. Et je pense que les conséquences de cet agenda globaliste sont si pires que maintenant, les gens pensent, OK, peut-être quand je oppose ça, il y a des gens qui vont dire, tu es extrême droite, mais je m'en fous. En fait, maintenant, les conséquences sont si graves qu'on peut choisir entre être extrême droite ou avoir un pays totalement détruit. Moi, je sais que je vais choisir. Tu vois? Donc, je pense que maintenant, ça a changé. Les gens ont plus peur parce qu'ils n'ont rien à perdre. C'est déjà si grave que... Well, whatever. Je m'en fous. Let's go. Tu te rends souvent aussi, on en parlait au début, dans des conférences ou dans des rassemblements de personnes qui sont patriotes ou nationalistes dans toute l'Europe et ailleurs. Est-ce que tu penses que la civilisation européenne existe? Est-ce que tu dis que tu es souverainiste, mais est-ce qu'il peut y avoir une amitié quand même entre des peuples qui sont rivaux? Je vais te donner un exemple, évidemment, c'est entre la France et l'Allemagne, par exemple. On a toujours été en concurrence. Est-ce que tu penses que, voilà, à l'avenir, peut-être que si les souverainistes et les nationalistes prennent le pouvoir, on pourra avoir quand même une amitié entre les peuples dans une civilisation occidentale? Ah, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout contre l'Europe. Je suis pour l'Europe. Je suis contre l'Union européenne. Ça, c'est la grande différence. Et je pense que tous les mouvements nationalistes en Europe, à droite, ont les mêmes idées. Donc, quand je fais dans les conférences européennes, à droite, en Espagne ou en Hongrie ou en Allemagne même, tous les gens là sont totalement unis sur ces questions. Oui, c'est pas, on combat pas nous-mêmes entre nous en Europe. C'est OK, on a des problèmes communs parce qu'on a des frontières ouvertes et on combat le même bête à Bruxelles. Et non, je pense que ça, c'est totalement l'idée de tous les mouvements nationalistes maintenant. Que, bien sûr, on veut avoir la souveraineté nationale, mais une amitié, même avec coopération européenne, c'est bien possible, mais bien sûr. Je pense que ça, c'est fondamental parce qu'on sait qu'on est européen. Et on veut une Europe pour les Européens, comme l'Afrique veut une Afrique pour les Africains, comme l'Asie veut un continent pour lui aussi. Et tout ça est toujours accepté, mais juste pour nous, pour les Européens, on ne pouvait pas dire ça. Et ça, exactement ça, je pense maintenant, se change. Depuis le mois de septembre 2023, Livre Noir s'est lancé dans un nouveau combat, celui des kiosques à journaux. Désormais, aux côtés de Libération ou Le Monde, trône un nouveau magazine trimestriel, le vôtre. Après un premier numéro à succès sur l'immigration, notre second numéro, Une terre, deux peuples, vous emmène au cœur de la guerre de civilisation sur notre territoire. N'attendez plus et procurez-vous ce magazine d'enquête en kiosque pour mener le combat à nos côtés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.livrenoir.fr. Bon entretien. Pourquoi, selon toi, justement, il n'y a que dans l'Union européenne parce que, mine de rien, les Américains sont quand même très fiers d'eux aussi. Oui. Alors que les Européens, effectivement, on les a beaucoup culpabilisés. Oui. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, effectivement, où on n'a plus le droit d'être, par exemple, fier de son pays, de son histoire et des moments glorieux de son histoire? Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est uniquement en Europe que ça existe pour toi? C'est une question de l'histoire, naturellement. Donc, pour l'Amérique, c'est un peu différent parce qu'ils, quand je rigole, je veux dire, ils n'ont pas d'histoire. C'est une blague, naturellement. Mais bien sûr, ils ont une histoire. Les Américains me font tuer maintenant, mais tu comprends ce que je veux dire, non? On a une histoire plus longue et aussi, à cause de ça, naturellement, on a la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui est encore très, très fraîche dans notre pensée, je pense. Et en allemand, ça, c'est très, très clair. Et le fait maintenant que l'AfD est si grande dans le sondage
même dans un pays comme l'Allemand, ça, pour moi, c'est vraiment une indication que quelque chose est en train de changer. Parce que là, si tu t'es donné le label extrême droit, t'es fini. Oui. En Allemagne, t'es fini. Mais même là, ils voient les problèmes et ils disent on a besoin d'un changement complet. Et même là, ça fonctionne. Je pense que the genie is out of the bottle. Tu vois? Oui. Donc, cette question de manipulation de notre histoire, de la honte qui vient avec the white guilt et la culpabilisation. Voilà, si difficile cette langue, hein, française. Très, très jolie, mais aussi très difficile. Ça a été très successful. Réussi. Oui, et je pense que les Américains, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas exactement ça, au moins. Naturellement, là aussi, il y a la question des esclaves, par exemple, qui est utilisée politiquement pour manipuler le débat. Ça, c'est peut-être similaire, mais ici, c'est plus fort. Parce que c'est plus proche aussi de notre histoire. On va parler justement des États-Unis maintenant. Il y a les élections américaines qui sont cette année, qui se dérouleront en novembre 2024. Qu'est-ce que tu en attends ? J'imagine que tu vas effectivement les suivre. Mm-hmm. Je te demande pas des prédictions non plus, mais qu'est-ce que tu vois dans la société américaine actuelle ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur à certains endroits ou est-ce que tu es confiante sur ces élections ? Confiante, je ne peux pas dire parce que rien m'étonne. Maintenant, les systèmes aussi médiatiques, naturellement, combattent la vérité, je veux dire, très, très fort aussi en Amérique. Donc, je ne peux pas dire ça parce qu'aussi avec les dernières élections, j'avais pensé que c'était un landslide pour les républicains et ça aussi n'a pas arrivé. Ce n'est pas passé. Mais si Biden reste le candidat pour les démocrates, c'est presque impossible non qu'il regagne. Et Trump est hyper populaire, plus en plus aussi. Donc, je vois à l'Amérique la même chose que je vois ici en Europe. C'est cette polarisation qui grandit et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je ne pense pas que polarisation est mauvaise, comme tout le monde toujours dit, parce que cette polarisation est la vérité. On est dans un combat spirituel, je veux dire. Donc, si ça c'est clair pour le monde, si c'est clair pour le peuple, ça c'est une bonne chose parce que si on n'est pas, comment je dis, si on reconnaît pas ce fait, on peut pas gagner. Donc, je pense qu'à l'Amérique, je veux pas dire c'est une guaranteed win pour Trump, mais je pense s'il n'y a pas un autre candidat pour les démocrates, je pense que, bien sûr, Trump va gagner. Et alors, actuellement, au Texas, il se passe quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, pour le coup, Biden aura quand même réussi un record. C'est celui des immigrations, de nombre d'entrées illégales. Oui. C'est-à-dire que ça fait maintenant plus d'un an qu'il y a un grand conflit entre des grandes villes démocrates qui reçoivent des trains entiers de migrants qui viennent des États frontaliers avec le Mexique. Mmh. Et aujourd'hui, au Texas, il y a une grande question sur la protection des frontières, c'est-à-dire que l'État du Texas veut empêcher l'immigration et l'État fédéral veut laisser passer l'immigration. Oui. Pour toi, est-ce que justement, un des problèmes de cette polarisation, ça peut pas être presque une Amérique profondément divisée qui va être conflictuelle au final ? L'Amérique, exactement, c'est cette question de polarisation. L'Amérique est divisée comme nous, en fait. C'est la même chose en Europe aussi. Les grandes cités sont toutes à gauche
Et la campagne, ou le campagne, je ne sais pas, la campagne, voilà, est moins à gauche, ou pas du tout, donc à droite même. Donc, à l'Amérique, c'est juste plus clair, je veux dire, qu'ici en Europe, même plus clair. Qu'est-ce qui se passe maintenant là avec les frontières dans le sud, c'est une horreur. Et je comprends très, très bien que les Texans disent non, on ne veut pas ça. Et Biden, il a toutes les opportunités, il a toutes les possibilités de fermer la frontière s'il le voulait. Mais il ne veut pas fermer les frontières, exactement comme notre establishment ici. Donc, je comprends très bien que maintenant, Texas dit, si il veut avoir le droit de protéger son propre État. Et même aussi avec les États dans le centre de l'Amérique, donc le flyover states, les gens qui, Hillary Clinton s'appelait le deplorables, les déplorables. Je crois qu'ils sont en colère. Et c'est justifié aussi. Et si Texas, c'est pas un État sans fortitude. Hein? Sans force, oui. Oui, sans force. Donc, je suis très intéressée de voir comment ça fait développer. Ce que je voulais savoir, c'est aussi... Alors, toi, tu connais bien, encore une fois, les États-Unis. Nous, en France, on se dit une chose, généralement, c'est que quand il y a une nouvelle chose progressiste ou wokiste, on dit aujourd'hui, qui arrive aux États-Unis, ça met 5 ans pour arriver en Angleterre, et ensuite, ça met 5 ans pour arriver en France. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans en France? Est-ce que tu vois, plus sérieusement, est-ce que les enfants qui font des transitions de genre, ça existe vraiment là-bas? Est-ce que finalement, tu as vraiment des gens qui, pour le coup, sont parfois dans de grands idéologues à ce niveau-là? Est-ce que tu trouves qu'en Europe, il y a une menace justement qui vient de ce progressisme américain et qui pourrait passer sur peut-être les Pays-Bas ou la France ou d'autres pays? C'est déjà passé. Donc, si on parle de wokisme, par exemple, ça a toujours... Donc, c'est vrai qu'à l'Amérique, je dis souvent que les fous sont un peu plus fous à l'Amérique qu'ici, mais c'est presque la même chose, parce que dans notre université, par exemple, on voit exactement ça. Donc, je pense qu'à cause du globalisme et des réseaux sociaux, ça prend pas trop de temps, en fait. Donc, je pense que c'est juste... L'Amérique, c'est plus... Les deux côtés sont plus forts, sont plus clairs. Mais les problèmes sont les mêmes. Et pour nous, bien sûr, le wokisme, c'est typiquement une chose de l'université américaine, mais on a exactement la même chose en Hollande. Et je suis sûre qu'on a exactement la même chose ici en France et en Allemagne. Donc, je pense que on n'est pas trop différentes dans cette question du tout. C'est pas... The gap, c'est pas si grand. Et alors, maintenant, ce que je voudrais savoir pour conclure simplement sur cette partie, c'est aujourd'hui, avant, le monde était unipolaire, c'est-à-dire qu'il allait dans un seul sens, c'était les États-Unis qui étaient la superpuissance. Ça a duré pendant un certain temps. Maintenant, il y a la Chine qui menace aussi de grandir. À côté de ça, il y a l'Inde qui est extrêmement peuplée aussi et qui pourrait bien croître très fort. La Russie, on a vu aussi que la Russie tenait tête malgré tout aux sanctions européennes et à l'aide accordée à l'Ukraine. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Occident, il est menacé justement par des puissances qui essaieraient de renverser la table et de prendre le dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a une menace à ce niveau-là? Oui, mais peut-être l'explication est un peu différente que ça que tu penses, parce que oui, cette menace est totalement là, mais c'est parce que notre establishment, notre foi, l'Union européenne, par exemple, maintenant a décidé de donner notre... C'était
50 Milliards. milliards d'euros à l'Ukraine. Je pense qu'on ne peut pas continuer de dire qu'on n'est pas en guerre avec la Russie si notre gouvernement, si nos élites continuent de supporter une côté et seulement une côté. À un moment donné, tu ne peux pas dire « Ah, ce n'est pas notre guerre » si tu donnes si beaucoup d'argent et support et même des armes. Des armes d'un côté. Donc, si on continue de faire ça, ça va avoir une réaction énorme, naturellement, de Poutine à un moment donné. Et si on veut avoir une guerre mondiale, je pense qu'on est on est sur ce chemin maintenant. Si on continue de parler, de protéger l'Ukraine coûte que coûte, comme on a fait, et on continue de donner si beaucoup d'argent, ça peut pas continuer comme ça sans escalation, je pense. Maintenant, je voudrais changer un peu de sujet et parler un petit peu de toi. Oh non. Je pense que ce qui a marqué beaucoup de gens et qui est la raison pour laquelle tu as autant de personnes qui te suivent, on en discutait un petit peu en off avant l'entretien, mais c'est parce qu'effectivement, voir une femme conservatrice indépendante, c'est assez rare. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu connais d'autres personnes qui font ce que tu fais et quelque part, pourquoi t'en es arrivée à vouloir faire ça toute seule de ton côté et en étant justement comment t'as fait pour conserver aussi cette liberté dans le fond? La liberté pour moi c'est la chose la plus importante. Donc comme on a commencé cet entretien, on a parlé de mon motto de Resist Much Obey Little. Je peux juste faire ça quand je suis indépendante, quand je fais mes propres décisions. Et même dans un système politique, par exemple, je pense que à cause de ça, je ne suis pas une vraie femme. Je ne suis pas une politicienne parce que c'est trop difficile d'être libre dans le système politique parce qu'il y a toujours une ligne de parti, il y a toujours des règles du système. Et pour moi, de faire mon activisme ou d'être commentatrice, journaliste, influenceuse, je m'en fous quel nom je prends, mais ça pour moi, fonctionne beaucoup mieux, en fait. Donc, je peux faire mes propres décisions, je peux dire ce que je veux dire. Il n'y a pas un patron qui me dise non, qui me dit tu vas trop vite ou tu vas trop loin ou c'est trop extrême ou pas extrême, pas assez extrême, je ne sais pas. Oui, c'est rare, mais pour moi, c'est la seule option, je pense. Donc, ouais, je ne sais pas où c'est une réponse suffisante. Très bien. Et alors, est-ce que tu... quelque part, en fait, pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a la liberté, il y a les agriculteurs, il y a le combat contre le libéral. Mais dans le fond, qu'est-ce qui t'anime ? Et en fait, quelle est la cause profonde, la source de toutes tes valeurs, en fait, justement ? Et pourquoi est-ce que tu veux défendre tout ça quelque part, là, tu y as consacré plusieurs années de ta vie, quand même. C'est quoi le moteur, dans le fond ? Dans le fond, pour moi, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc... c'est pas un boulot que je fais. C'est pas juste un job. C'est pas mon travail. C'est quelque chose très, très au fond de moi. Je pense que on est obligé de battre pour ça qui est le plus important. Et comme j'ai dit, je pense qu'on est vraiment dans un combat spirituel maintenant. Donc, c'est pas juste un combat politique ou des règles ou policies. On est vraiment en train de battre dans un combat spirituel et si on ne reconnaît pas ça, on va perdre. Donc la vérité, ma civilisation européenne, naturellement néerlandaise, mais c'est connecté.
pour le bon, en fait. Et je veux pas dire que moi, je sais exactement qu'est-ce que c'est la vérité tout le temps. C'est pas moi qui décide, mais je sais qu'il y a une vérité. Et ça, je pense, c'est quelque chose que le gauche n'accepte pas. Ils disent non, tout est relatif. Tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Et ça, c'est le pire mensonge, je pense, qui peut être raconté. Et maintenant, ça, c'est le narratif dans toutes les écoles, dans les médias, dans les idées modernes aussi. C'est tout relativiste. Et ça, comme j'ai dit, c'est pas si clair pour les gens. Je pense que c'est un combat spirituel parce que ça sonne assez... je ne veux pas dire noble, mais de dire, toi, tu as ta vérité, moi, je la mienne, ça ne sonne pas méchante, tu vois. Mais au fond, je pense que c'est très, très dangereux. Donc, il faut avoir qu'il y a une vérité avec une V grande. et il faut chercher cette vérité. Et quand tu trouves la vérité, il faut battre pour la vérité. Donc, pour moi, au fond, c'est ça qui m'aide aussi dans mon combat politique, parce que c'est pas juste une question de moi ou une question de cette vie, parce que c'est pas facile de faire ça, c'est pas facile d'être seul ou de dire des choses controversielles, mais alors c'est le seul chemin qui est possible pour moi. Donc. Bravo. Est-ce que dans tout ça, le fait d'être à contre-courant complètement, c'est-à-dire d'être une femme conservatrice, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, parce qu'on sait qu'à la pointe du progressisme, il y a généralement effectivement des personnes qui se battaient à l'origine pour le droit des femmes et qui en sont venues à se battre pour les droits des minorités, etc. Est-ce que, en prenant tout le monde à contre-pied, tu t'es pas mis dans une catégorie aussi à part? Est-ce que tu penses qu'il y a une voie pour les femmes? Est-ce que les femmes doivent être conservatrices? Est-ce que ça joue à un moment ou à un autre? Quel est le lien finalement entre le conservatisme et ça va être la féminité d'une certaine façon? Je pense que ça grandit maintenant beaucoup parce que les conséquences de l'agenda gauchiste sont très, très claires pour les femmes. Si on parle de l'insécurité, par exemple, en Europe, ici, je connais un groupe très fort féministe, mais à droite, Némésis, par exemple. Les filles là, c'est des filles fortes, très, très forts, mais aussi à droite. Donc ça, je pense que les groupes comme ça sont très importants pour changer aussi le landscape, comment tu dis? Le paysage politique. Et on a besoin de femmes qui disent la vérité, qui parlent de ces sujets librement. Une femme comme Marion Maréchal, par exemple, c'est un très bon exemple, je pense, d'une femme politique qui fait exactement ça. Meloni aussi, en Italie. Ça grandit, je crois. Et c'est important parce que c'est partout des femmes dans les endroits académiques, par exemple, qui sont à gauche. Et même avec les jeunes générations maintenant, on peut voir que les hommes, les garçons, sont plus conservateurs que, par exemple, les millennials, donc génération Z, est plus conservateur pour les garçons, mais les filles sont encore à gauche. Et ça, aussi là, on peut voir cette division qui grandit, et on a besoin
des femmes exemplaires pour les jeunes filles, je pense. Parce que je pense que c'est peut-être pas des hommes qui vont réussir avec ça. On a parlé de Jordan Bardella, peut-être il le fait ici, mais je pense que c'est important qu'il y a des femmes qui font exactement ça. Et par exemple, ici en France, des choses que Nemesis, les filles de Nemesis font, et je trouve ça super. Donc, est-ce que tu te dis que quand tu étais plus jeune, tu aurais bien aimé avoir une Eva qui, justement, est justement cette forme de modèle? Est-ce que, quelque part, dans ce que tu fais, tu vois les choses un peu plus, peut-être, pour les femmes aussi? Ou est-ce que est-ce qu'il y a quelque part un message spécial pour les jeunes femmes dans ce que tu fais? Pas dans une manière très... c'est pas le but, je veux dire. C'est pas le but. Pour moi, mon message, c'est pas dirigé aux femmes spécialement. Mais je pense que, pour moi, je suis commencée avec ça un petit peu quand même. Quand j'ai, au début de mon carrière politique, j'ai parlé beaucoup de l'insécurité. Et ça, par exemple, c'était quand même dirigé aux femmes parce que les femmes sont plus susceptibles de cette insécurité qui a grandi en Europe à cause de l'immigration, naturellement. Donc ça, oui. Autrement, non. C'est pas pour moi. Je fais mon message pas pour des femmes ou des hommes, c'est juste ce que je trouve que c'est la vérité, en fait. Et si les femmes l'acceptent, c'est bon. Si les hommes l'acceptent, c'est bon aussi. Maintenant, effectivement, comme tu disais au début, tu as commencé à parler de l'insécurité et des femmes qui sont plus souvent victimes. Les Némésis en parlent aussi. À ton avis, quelque part, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quand même au moins un ou deux mouvements féministes dans certains pays qui étaient déjà féministes avant et qui se sont dit, bah oui, il faut quand même parler de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a eu toujours ce blocage à chaque fois sur ce sujet? Parce que ces féministes sont néo-marxistes, en vérité. Donc, en vrai, donc ils sont pas, elles sont pas, les femmes féministes à gauche ont des idées aussi, c'est aussi connecté avec le wokisme, avec l'intersectionnalité, oui, cette idée que l'homme blanc est l'ennemi, toujours, the perpetrator. Le criminel, le dominateur, l'oppresseur. L'oppresseur, oui, ça, exactement. Donc, l'oppresseur et les gens qui sont oppressés, oui. Donc, les néo-marxistes, les féministes néo-marxistes ont exactement cette idée. Donc, c'est pour ça que c'est néo-marxisme, c'est pas les riches contre les pauvres, mais c'est l'homme blanc contre tout le monde. Et si c'est comme ça, si c'est toujours l'homme blanc contre tout le monde, c'est des femmes, c'est des minorités, c'est des gens LGBTQI, je sais pas. Et ils sont tous connectés. Ça, c'est l'intersectionnalité. Donc, pour les femmes féministes, gauchistes, les immigrés sont toujours les victimes, comme les femmes. Donc, comme ça, c'est pour ça qu'on voit des féministes avec les signes « Refugees Welcome ». C'est parce elles ont des idées néo-marxistes au fond. Et ce n'est pas vraiment une question de droit, parce qu'on a des droits. On a exactement les mêmes droits que les hommes, peut-être même plus. Donc, c'est ça, je pense, c'est ça. Ça n'a rien à faire avec les droits des femmes. Et j'ai dit ça déjà depuis plus que 6 ans, je crois. Et je pense que tout le monde le sait aussi maintenant. Ce n'est pas une hot topic non plus, pas encore. Est-ce que tu penses que l'intersectionnalité, en fait, c'est plein de luttes qui vont souvent en conflit, mais finalement, ça tient toujours pour l'instant? Est-ce que tu penses que ça peut toujours tenir? Est-ce que tu penses qu'en fait, finalement, peut-être que si jamais
peut-être que les États-Unis restent sous Biden et que l'Europe reste à gauche et compagnie. Est-ce que tu penses qu'on pourra avoir un jour un système dans lequel, par exemple, il faut un quota d'immigrés ou un quota de trans ou un quota de lesbiennes ou un quota d'homosexuels. Dans certains, on voit ça déjà dans les films, que c'est en train d'arriver, mais même dans la politique. Est-ce que tu penses que, quelque part, s'ils gagnent, comment ça va se passer si jamais ils prennent le pouvoir? Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer ce cauchemar. Je vais les répondre avec une autre réponse. Je pense qu'ils ne vont pas gagner. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'un cauchemar comme ça. Ils ne vont pas réussir. Même déjà maintenant, l'histoire de transgenderisme, par exemple, c'est déjà... Même les gens à gauche classique rejettent ça un peu déjà. Donc, je pense que, franchement, le vrai wokisme hyper intersectionnel, ils n'ont pas de chance. T'es confiante dans l'avenir? Oui, comme j'ai dit, le changement en Hollande, par exemple, ça, j'ai pas expecté ça non plus. Pas si vite et pas si grand qui c'est maintenant, comme j'ai dit, 1 sur 3. C'est pas rien, hein? C'est quelque chose qui vraiment, like I said, the genie's out of the bottle. C'est difficile quand quelqu'un a vu la vérité, quand quelqu'un a vu les problèmes qu'on a, la réalité, c'est in your face, you know, dans ton visage. C'est difficile à dire, OK, je ferme mes yeux une autre fois. Donc, je pense que oui, moi, j'ai confiance et je vois beaucoup de gens qui, comme j'ai dit, qui maintenant, ils disent, bon, je m'en fous si tu m'appelles extrême droite. C'est OK, whatever. Dernière question. Selon toi, dans 10 ans, 20 ans, si jamais on gagne, à quoi est-ce que ça pourra ressembler l'Europe? Si on gagne? Ouais. Si on gagne en France, si on gagne en Angleterre, en Espagne, à quoi ça pourra ressembler l'Europe? Des nations fortes, des nations chrétiennes, des nations qui prospèrent. Une autre fois, peut-être une renaissance européenne dans cet esprit. J'espère. Deus vult. Oui, et c'est un chemin long. Hein. Le fait que j'ai confiance, je suis confidente qu'on va gagner, ne veut pas dire que ça sera facile ou ça sera fait dans 5 ans. Non, alors, quand on parle de grand remplacement, par exemple, on a un grand problème. On n'a même pas fermé les frontières. Et la question prochaine est, OK, même si on ferme les frontières, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que, you know, en anglais, on dit « the enemy isn't at the gate, the enemy is in the gate ». Et on a une grande question là aussi. Mais si on dit on quitte toutes les traités européennes, par exemple, les treaties, et on quitte cette union, il faut détruire le système, je crois, de toutes ces règles. C'est pour ça que moi, je suis totalement pro-quitter l'Union européenne. C'est parce que je ne pense pas que tu peux reformer une union comme ça. C'est trop grand, c'est trop moche, la bête est trop forte. Tu ne peux pas reformer ça, je crois. Donc, non, on a un long chemin avant nous, mais c'est possible avec courage, avec faith, comment tu dis? Foi, voilà. C'est rien qu'on ne peut pas faire. Merci beaucoup, Eva. Merci. On a été très heureux de te recevoir pour cet entretien. Voilà, et puis j'invite tous nos auditeurs à suivre donc Eva Vlardin-Gerbrock, s'ils arrivent à trouver par le nom de famille sur les réseaux sociaux. Tu l'as fait super. Non, mais sur mes profils sociaux,
Je parle naturellement pas français, c'est toujours en anglais, donc j'ai totalement honte de mon français. Quand je parle avec toi comme ça, je me sens comme un enfant de 5 ans. Vraiment. C'est pas facile, mais je suis plus intelligent en anglais et en néerlandais, je pense. Pas trop, mais un petit peu quand même. Bon. Bah écoutez, alors à ce moment-là, tous les anglophones qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Et puis voilà, pour terminer, je vous rappelle que nous lançons maintenant une grande campagne d'abonnement numérique sur notre site internet. Voilà. Nous lançons également un pôle enquête qui sortira le 10 avril pour notre prochain magazine, des enquêtes sur l'extrême gauche, des enquêtes sur l'islamisme, sur l'immigration et sur la corruption. Donc voilà, je vous invite à soutenir Livre Noir. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi.